Salut, c'est Quentin et vous écoutez Rust and Dust, le podcast qui vous fait découvrir les recoins obscurs de la pop culture. Alors recoins obscurs ici, plutôt de par sa tonalité très sombre, mais pas du tout obscur de par sa popularité, puisqu'on va parler ici d'une, si ce n'est de la plus grosse série de comics du moment, Absolute Batman. Alors je voulais profiter de la sortie du deuxième tome en version française chez Urban Comics ce 13 février pour vous proposer un podcast. Alors d'abord sans spoiler, puis on partira un peu sur une partie spoiler puisque on est ici lecteur VO, donc on a une petite avance sur la parution en version française et on en est à l'heure d'enregistrement de ce podcast en février 2026 à 16 numéros donc pour Absolute Batman. Je dis on car je suis accompagné ce soir pour ce podcast par Romain Plourde, papa du podcast Jumpscare. Salut Romain. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va très bien, et toi, merci de m'avoir invité. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve ensemble sur un podcast. Ça me fait très plaisir. Et ça fait un moment même. Ouais, ça fait quelques temps. C'était déjà croisé pour Le Coin Pop sur un podcast Halloween qui est toujours disponible si ça peut vous intéresser. Qui était la matrice de Jumpscare, au passage. Parce que c'est là où j'ai rencontré Mylène. Cool. Ah bah, tu vois, je suis trop content du coup. Le puzzle. Ok. Trop bien. Je voulais commencer un peu par te demander quel était ton rapport global aux comics américains. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis vraiment régulièrement ou plutôt occasionnellement ? Est-ce que t'es plutôt VF ou VO ? Que du super-héros, pas que ? Oula, alors là c'est très vaste, c'est une de mes plus vieilles passions, les comics. J'ai commencé très très jeune, je devais avoir 11 ans. À l'époque, on était encore dans un mix de Panini Comics, à une époque où tu pouvais choper les 100% Marvel à 10€, une époque révolue. il y a très loin. Mais aussi, c'était l'ère où il y avait encore beaucoup de Semic Books, qui étaient les premiers éditeurs de Marvel et DC en France. Que je dis pas de bêtises. Il y a peut-être d'autres, il y a eu aussi Comics USA, plein de personnes avant, mais c'était une ère un peu spéciale qui a rien à voir avec l'ère actuelle pour le comics, maintenant qui est beaucoup plus structurée. Il y avait beaucoup moins de titres, et j'avais commencé comme ça, et j'étais plutôt à fond sur Spider-Man. Okay. Ma légende, tu vois. Et aussi les comics Alien et Predator qui sortaient à l'époque aux éditions Veta. Ce qui ne nous rajeunit pas pour ceux qui ont mon âge ou qui connaissaient ces éditions-là. Et puis j'ai continué à suivre au fil des années, quoi, tout ce qui sort, tout ce qui se passe. J'ai connu les débuts d'Urban, tous les trucs de... Putain, je parle comme un dinosaure, quoi. mais voilà, très gros consommateur de comics. Beaucoup de VF, quand même. Ok. Mais je suis quand même la VO pour les séries que j'aime, et je me fais toujours un petit peu plaisir au niveau des sorties mensuelles. Tu vois, là on parle d'Absolute Batman, mon petit kiff c'est d'avoir tous les singles en VO, voilà, c'est mon petit rituel, voilà. Mais je suis plus un fan d'omnibus que de singles. Ok, d'accord, très bien. Parce que je précise pour celles et ceux qui nous écoutent que Romain a voulu mettre sa caméra pour me montrer sa grosse pile de comics single issues Absolute Batman. Cette pile doit servir à quelque chose, donc si je l'ai pas à côté de moi, je suis pas heureux. Mais oui. Surtout que ça a atteint des prix absurdes maintenant, Absolute Batman, je comprends pas ce qui se passe. C'est débile. Oui, parce que je parlais de popularité sur l'introduction, mais vraiment, oui, les premiers numéros s'arrachent déjà, et on en est à je ne sais pas, genre j'ai pas noté ici, mais on en est déjà à je ne sais pas combien de réimpressions de quasiment tous les numéros pour l'instant de Absolute Batman, c'est assez fou. Je peux même te compléter ça. Donc là, ils ont lancé un programme massif de réimpression de tous les numéros, puisque la politique actuelle de DC Comics, c'est que maintenant, comme il y a beaucoup de nouvelles personnes qui veulent collectionner le run, beaucoup de nouveaux, parce que ça a aussi ce pouvoir-là, Absolute Batman, ils veulent que tout le run soit accessible dans tous les comic shops, donc il y a plein de réimpressions. Et là, pour le premier numéro, donc celui-là, là, on est à la 11e réimpression. Ok. Ce qui est totalement débile. Voilà. Mais même les numéros suivants, on est à la 5e, la 6e, voire la 7e, c'est complètement ouf. Il n'y a pas un numéro récent qui n'est pas réimprimé. Le 14 et le 15 sont déjà en deuxième réimpression. Le 16 avec Wonder Woman, ça va partir pareil. Enfin, c'est fou. Ouais, c'est trop cool. Alors moi perso, je suis plus... Toi tu parlais de Spider-Man, et moi c'est vraiment... J'ai grandi avec Batman, toujours. C'est le main un peu. Moi j'ai vraiment découvert la lecture mensuelle de comics avec le lancement du run de Batman par Grant Morrison, donc via Batman et Robin numéro 1, donc 2009-2010 à peu près.
Ça date aussi, ça. Bah ouais, un peu. Hein. Et du coup, depuis, j'avais ensuite suivi l'intégralité du run de Scott Snyder à partir de fin 2011, sauf erreur de ma part, que j'avais, moi, perso, je pense qu'on va en parler un peu après de Scott Snyder, mais que j'avais personnellement... globalement pas trop aimé, hein, vraiment. Et j'avais vraiment, par contre, adoré le run de Tom King en 2016, du coup. Ouais. Mais depuis Tom King, j'ai tout suivi, j'ai tout lu, hein. Un peu les différents runs de Jiménez, parce qu'au final c'est vraiment le dessinateur qui s'est passé qui est resté sur le titre et qui s'est un peu passé les différents scénaristes. Mais il y a encore en plus Jiménez sur Batman. C'est ça, il est toujours là depuis la fin du run de Tom King. Mais j'avais vraiment pas trop aimé le post Tom King. Après là, avec ce nouveau run de Fraction, j'aime plutôt bien, mais j'attends de voir un peu où ça va, plutôt, je dirais. Je sais pas toi si tu as... Ouais. Non, je suis pas encore à fond. C'est mon problème avec les Batman, justement, c'est que j'ai les classiques. J'ai les grands classiques plutôt, tu vois, les Frank Miller, tu parlais de Snyder, La Cour des Hiboux, les Jeff Loeb et Tim Sale aussi, qui sont grands. Et je rattrape aussi beaucoup le vintage, parce qu'aux États-Unis maintenant il y a une collection qui s'appelle DC Finest, qui sort des gros volumes annuel en fait, où tu peux rattraper chaque année de publication. C'est génial, c'est le Golden Age, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de trucs récents que j'ai loupés. Tom King, par exemple, je crois sincèrement que j'ai quasiment rien lu de lui à part Supergirl. Au final, c'est dans mon angle mort. Ça, pour le coup. Tom King, il y a 50... non, un peu plus du coup. Il y a 75 numéros. Et moi, j'ai adoré vraiment. C'est vraiment très... un peu comme là, sur Scott Snyder, c'est vraiment par arc narratif. Ouais. Alors, c'est une écriture qui est vraiment... Enfin, je sais qu'il est beaucoup moqué quand même, Tom King. Moi, j'aime vraiment énormément. Faut passer peut-être un peu les 2 premiers arcs, mais il y a des vrais gimmicks. Mais il y a des vrais artistes très intéressants qui passent par là. Il y a quand même une vraie fin sur son run et il y a un vrai message global, j'ai beaucoup aimé. Je crois que ça ressort en intégrale chez Urban au fur et à mesure, tranquille, non ? Oui, il y a moyen. De toute façon, ça va finir en paperback à un moment, ça, tu vois. Ce serait bien, ouais. C'est leur truc. ouais, c'est leur truc. Ouais. À un moment, je sais que les TPB, VO, parce que moi, c'est plutôt par là que je passe, tu vois. Je suis pas trop single issues. Le TPB me convient très bien. Et je sais qu'à un moment, moi, j'ai rattrapé vraiment pas mal de tomes de ce run-là en TPB VO pour vraiment pas cher, à quasiment 8-9 euros pièce. Peut-être un moment où il était un peu boudé vers la fin de son run, là je me suis fait plaisir comme ça. Très bon Bane aussi d'ailleurs sur ce run là. On aura l'occasion d'en reparler. C'est une constante de toute façon. Oui, Bane, oui. voilà. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'on va y revenir. Alors et du coup on a dit tout ça, mais Absolute c'est quoi? Donc l'univers Absolute, c'est un univers donc de DC Comics qui est une espèce de ligne édito en fait alternative lancée donc fin 2024 qui met en scène plusieurs versions réinventées des héros donc Batman, Superman, Wonder Woman, mais avec des origines modifiées, un ton plus sombre, clairement plus intense, plus moderne peut-être aussi, mais sans en fait la continuité historique et qui se veut quand même globalement plus accessible aux nouveaux lecteurs, hein. Je pense qu'il y a aussi clairement cette intention-là. C'est un peu, si vous connaissez déjà chez Marvel, c'est un peu l'équivalent de l'univers Ultimate, hein, clairement. On est un peu sur cette base de Elseworlds dont on a l'habitude chez DC, mais là sur un univers quand même à la fois partagé et global, mais en fait qui commence seulement là après du coup 1 an et demi de publication à se mélanger, si je puis dire. L'exemple le plus parlant de cette réinvention, c'est forcément, et celui qui nous intéresse ce soir, c'est forcément Absolute Batman. Donc là, on a un Bruce Wayne qui n'est pas milliardaire, on a une Gotham qui est encore peut-être plus brutale quand même. C'est une approche qui se veut globalement un peu plus peut-être réaliste, un peu plus violente. On garde quand même l'essence du personnage, c'est pas non plus une méga réinvention, mais on change un peu le contexte autour, en fait, plutôt, je dirais. Oui, clairement. C'est un peu l'idée au global. C'est clairement pour
pour DC, c'est un peu aussi pour eux l'occasion d'essayer d'offrir une nouvelle porte d'entrée plus simple plutôt que d'embarquer les lecteurs et lectrices et de faire peur avec quelconque continuité. C'est aussi vraiment d'attirer de nouveaux lecteurs. Et je pense que tout ça est quand même lancé, j'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est globalement quand même Scott Snyder qui a un peu lancé cette espèce de nouvel élan à lui tout seul et qui a réussi à embarquer plusieurs autres équipes créatives avec lui, mais je pense que ça vient surtout de Batman. Je pense Il a l'air de piloter un peu. Ouais, on dirait. Un peu le truc à distance. Ouais. Il soutient tout le monde, il reposte tous les artistes, etc. En tout cas, je pense, si c'est pas lui qui pilote, c'est celui qui s'éclate le plus. Tu vois, oui. C'est l'un ou l'autre. Oui, dans tous les cas, ça semble assez évident, c'est vrai, effectivement. Et donc on a d'abord eu 3 séries qui ont débuté donc en octobre 2024, donc Absolute Batman, donc de Scott Snyder avec Nick Dragotta au dessin comme dessinateur principal. On a quelques autres artistes qui viennent de temps en temps. On a donc eu Gabriel Hernandez Walta sur le numéro 4, Marcos Martin que j'avais beaucoup aimé sur les numéros 7 et 8, Clayman, donc très bon pote de Tom King sur le numéro 11, et on a Frank Martin, sauf erreur de ma part, ouais, c'est ça, c'est Frank Martin à la colo, hein. Oui. Frank Martin qui fait un boulot, je trouve, vraiment extraordinaire à la colo pour quelque chose d'un un peu mainstream comme ça. Je trouve que la colo apporte vraiment beaucoup on a beaucoup parlé en France, on a eu la chance d'avoir une édition noir et blanc du premier tome d'Absolute Batman. Je crois pas que ce soit prévu pour le deuxième. Malheureusement, non, on est d'accord. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ouais. Mais pour autant, qui est intéressante, que j'ai pu feuilleter en magasin, mais pour le coup, je trouve que vraiment la colo apporte énormément. Il y a un côté, sur les flashbacks, il y a un côté comme ça, un peu pastel. Enfin, il y a vraiment un vrai boulot sur la colorisation que je trouve hyper intéressant là-dessus et qui apporte une patte nouvelle, quoi. Vraiment quelque chose qui change de ce qu'on voit. Tu vois, je sais pas, regarde, on parlait tout à l'heure de DCKO et on en reparlera après, mais la colo est un peu plus classique, event, rose, Scott Snyder, classique quoi, je trouve. Il y a un côté très orangé dans ce Absolute Batman. En fait, il y a beaucoup de couleurs que tu ne vois pas chez Batman. Ouais, c'est ça le truc qui m'a sauté aux yeux direct. Exactement. Du rose qui pète, du fuchsia, du orange, du vert fluo aussi. Ouais. Qu'on voit, bon, si le venin de Bane, on le voit vert fluo assez souvent quoi. Mais ça n'hésite pas en fait à t'en mettre plein la gueule au niveau des couleurs. Ouais. Là où souvent Batman, c'est sombre. Oui. C'est ça le truc. C'est un beau bouquin, tu t'en prends plein la gueule. Ouais, vraiment. Alors aussi bien parce que c'est rentre dedans que visuellement c'est un peu flashy. Il y a une vraie patte en plus. C'est un peu trash. Et on a aussi, alors justement, visuellement qui n'a rien à voir du tout, et c'est ce qui fait un peu aussi la particularité quand même pour l'instant globale des différents titres absolutes, c'est que d'un titre à l'autre, visuellement ça n'a rien à voir, on se demande même si ça fait réellement partie du même univers, mais on a aussi eu donc en même temps la sortie donc de Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson, alors que moi qui est une scénariste que j'aime beaucoup, j'adore son run de Birds of Prey actuellement. C'est excellent Absolute Wonder Woman. Pour le coup. Ouais, moi j'adore aussi, vraiment. Qui a pas du tout ce type. Enfin, je trouve on retrouve pas du tout sa patte en termes d'écriture, d'habitude. Elle a toujours une patte. Moi, je l'avais découvert sur Kate Bishop, donc le Hawkeye. J'avais adoré. Elle écrit toujours des personnages très cool, quoi. C'est toujours un peu la rigolade, c'est toujours un peu la légèreté. Et j'aime bien, hein, moi. Il a pas du tout. Alors, enfin, si, c'est un peu. Enfin, comment dire. Sa Diana reste un symbole de luminosité, tu vois, dans le monde à fond. Ça reste cool, elle reste toujours gentille, empathique à fond. Et ça, tu le retrouves, je pense, dans son œuvre à Kelly Thompson. Mais ça reste aussi Berserk bis, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a une épée géante, elle va tabasser des démons géants, elle s'en bat les couilles. Et ça reste quand même une déesse, et je trouve que c'est le genre de personnage qu'on n'avait pas forcément vu chez Kelly Thompson, et ça change, et c'est chouette. Ouais. C'est vraiment rafraîchissant. Totalement. Et du coup, Absolute Wonder Woman, c'est méga gothique, c'est vraiment hyper cool. Ouais. Donc, pour le pitcher rapidement, c'est une réinvention assez intéressante, je trouve, puisqu'en fait, là, on découvre que Diana, en fait, a été élevée aux enfers, et ce qui change totalement la donne, qui est un peu une espèce de sorcière, comme ça, avec de la magie noire, avec un bras en moins.
c'est super dark gothique, mais c'est super intéressant dans ses relations humaines qu'elle a du coup avec Cersei, on retrouve Steve Trevor, on retrouve les habituels, mais avec forcément un contexte de Batman base. aussi. Du coup, oui, forcément, on en reparlera après. Mais on en reparlera. Et visuellement, je trouve ça mortel. Vraiment, je sais pas toi, mais j'adore vraiment cette. Si. Ouais. Si, alors pour le coup, c'est l'antithèse d'Absolute Batman, tu vois, en termes d'art. Ouais. D'ailleurs, quand ils avaient annoncé ce crossover, je me dis, mais comment ça peut fonctionner les deux, l'un chez l'autre, tu vois. Je me suis dit, mais comment ça peut marcher visuellement. Ouais. Mais pour le coup, ça fait en sorte que la série, elle a sa propre identité. Tu reconnais directement. Et même en termes de caractère design, la Diana de Absolute Wonder Woman, elle est géniale, quoi. Avec son bras Terminator, son lasso vert fluo, son Pegasus, quand même. Elle ride un cheval squelettique, tu vois. Je pense, bah oui, bien sûr. Méga badass. Directement, ça impose. Je vois que c'est une série qui a énormément de succès aussi. C'est pas ma préférée du lot avec. Il y a Absolute Batman, puis il y a une autre qui est devant, que tu vas citer juste après, je pense. Mais c'est très bien, ouais. Pour le coup. Alors que je suis pas un grand fan de Wonder Woman. C'est ça qui m'a eu, vraiment. Ok. Troisième favorite perso, je dirais aussi. Et on a eu en même temps donc la troisième série, Absolute Superman de Jason Aaron et Rafa Sandoval, que moi perso j'aime beaucoup moins, qui se veut beaucoup plus politique, je trouve, mais qui est fort intéressante dans son écriture, mais qui visuellement pêche, je trouve, énormément. Alors j'ai rien contre Sandoval, mais en fait visuellement je trouve qu'on n'a pas l'éclate qu'on a sur les autres titres absolus. Là c'est quasiment du mainstream classique. C'est super beau, ouais, comme tu dis. Ouais. C'est super beau, c'est léché, c'est même bien écrit, mais qu'est-ce que c'est classique. Qu'est-ce que c'est classique. L'arc qui vient de se finir a traîné en longueur pour un truc au final qu'on a déjà vu, quoi. Ça se tabasse, etc. Et ça finit sur un point qui est un peu décevant dans le sens où Absolute Superman, qui est quand même une réinvention qui est cool de base, parce qu'il a grandi plus longtemps sur Krypton, il arrive sur Terre, il a pas la chance de connaître les Kent, tu vois, donc il a une identité qui est radicalement différente. Donc t'as un Superman qui du coup n'est pas Clark Kent, c'est juste Superman, Kal-El, qui circule partout sur la planète, qui aide les gens, etc., avant de trouver son chez-soi. Et là, ils arrivent à le remettre au final dans la ferme, et à le renommer Clark Kent, avec un nouveau costume qui ressemble un peu à l'ancien. Tu sais, du coup, tu reviens un peu au personnage hyper classique. C'est un peu décevant. Cependant, je sais pas si t'as lu les derniers numéros, et je vais pas les spoiler, parce qu'il y a un nouvel artiste qui est là quelque temps, et il y a un nouvel arc qui a commencé. Et là, ça reprend... ça repart bien, pour le coup. Sans spoiler, ça repart sur des bases plus saines. On dirait qu'ils ont réagi en mode, ok, bon, on arrête. On repart un peu à zéro, tu vois. Et donc, j'ai espoir. En tout cas, visuellement, depuis 2 numéros, moi, je m'éclate. L'arrivée de Hawkman, la bagarre avec, t'as des pages qui sont magnifiques dedans. Ouais, et puis je reste super curieux, tu vois, la preuve en est, c'est que aujourd'hui, j'ai pas encore lu hier, du coup, j'ai pas encore lu DCKO, alors que j'ai quand même, je lui laisse toujours sa chance, tu vois, j'ai lu le dernier numéro d'Absolute Superman, vraiment, j'espère que ça prendra son envol sans jeu de mots, mais je sais pas trop où ils veulent aller, je pense que c'est peut-être la série qui tâtonne le plus, j'ai l'impression qu'elle avait peut-être pas le plan initial de base le plus près, je sais pas, en plus on sait qu'il y a eu un vrai problème avec l'artiste, puisque c'était pas du tout Rafa Sandoval qui était là à la base, c'est ça. C'était je sais plus du tout qui, forcément, qui avait eu qui avait été pris dans les incendies et qui du coup avait dû passer la main un peu au dernier moment, si j'ai bien compris l'idée à l'époque de l'annonce. Donc on peut excuser, voilà. Raphaël Albuquerque, bah oui, c'est ça, exactement. Merci. C'est ça, merci. Donc pas mon préféré pour l'instant, à voir où on va. Et du coup, vous avez peut-être remarqué que globalement sur ces 3 séries, c'est des héros et héroïnes qui sont quand même globalement plus jeune. On nous dit dans Absolute Batman qu'il a 24 ans, je crois, au départ. C'est un 2004. Absolute Batman. Il est né en 2004. Moi, ça me terrifie cette information en tant que trentenaire. Puis quand tu vois le matos qu'il a, tu te dis mais comment c'est possible ils sont plus jeunes tous. Même Superman, c'est un bébé dans celui-là. Ouais, c'est ça. C'est limite un grand ado, jeune adulte, mais avec sa mèche. Mais ça fonctionne bien et c'est aussi intéressant sur ce point de vue-là, je trouve. Et ensuite, on a eu en mars-avril 2025 3 autres séries avec Absolute Flash de Jeff Lemire et Nick Noble
Invincibles, Absolute Green Lantern par Ale Wing et Janoy Lindsay, et l'excellente Absolute Martian Manhunter de Dennis Camp et Javier Rodriguez, dont je pense que c'est celle dont tu voulais parler tout à l'heure, il me semble. Je pense, j'espère, oui, on est d'accord. Je suis un normie, hein, donc l'avis le moins surprenant du monde, c'est que Absolute Martian Manhunter, c'est la folie absolue. Absolue, voilà, c'est pas prévu, mais tu l'as. Déjà, visuellement, j'ai jamais vu ça. Ouais, pareil. Chaque page est encadrable, c'est une folie. Ouais. Et chaque numéro est un plaisir. Alors, comme tu l'as dit, en plus, c'était une série qui était finie en 6 numéros. Et ça a tellement plu qu'il lance un deuxième arc, et puis ça va s'arrêter là, j'imagine. Ouais. Mais ça, c'est la perle rare, si tu veux. Là où Absolute Batman, c'est le mastodonte qu'on attendait que ce soit. Ouais. Martian Manhunter, c'est celui qui passe dessous, tu sais, sous la table en mode et puis tu le vois pas venir. Et en fait, qu'est-ce que c'est bien. Là aussi, je peux pas spoiler, ça m'énerve. J'ai envie de pas dire plein de trucs pour vendre le machin, mais chopez-vous le tome 1, foncez. Ça n'a rien à voir avec le Martian Manhunter que vous connaissez. C'est pas le Martian Manhunter de la série animée aussi. C'est vraiment un délire totalement autre, avec un alien qui du coup contamine la conscience d'un agent du FBI, et ils cohabitent ensemble pour résoudre des choses, et c'est excellent. Et qui utilise, bon, comme souvent avec Rodriguez, que moi j'adore de toute façon, mais qui utilise le médium comics pour raconter des choses, de par son découpage, de par son grammage de papier, de par ses artifices, enfin c'est hyper intéressant. Il y a des choses sur les pages, enfin du coup c'est pas un comics à lire en numérique, ça c'est un truc qu'il faut lire voilà, sur papier vraiment, parce qu'il y a des trucs à faire avec le comics, sans trop en dire, physique, manuel, qui sont fous. Et qui sont pas que du gimmick en plus, qui sont hyper intéressants dans ce que ça raconte de toute façon. Bah ouais. Et qui est un titre, mais alors vraiment pour le coup je force un peu, mais c'est vraiment du pur Tom King. Il y a de par plein d'aspects, je retrouve énormément de folie de Tom King dans l'écriture, dans le côté un peu dépressif, machin. Il y a plein de trucs qui me rappellent de Tom King là-dessus. Après, j'aime beaucoup aussi Dennis Camp, et j'espère quelque part que ça finira réellement avec le 12e numéro et la fin de cet arc-là. Ça pourrait faire un beau petit bébé, un peu. Oui. Voilà, enfin, peut-être pas besoin de forcer plus. Je les vois mal devenir potes avec Batman et Wonder Woman. Ouais, bah aussi, oui, aussi. C'est les outsiders. C'est les outsiders, clairement. Ouais. Même si dans DC KO 4, tu verras. Enfin bref, j'en dis pas plus. Voilà. Il se pourrait que, je me suis noté avec un petit astérix, mais il se pourrait qu'on revienne quand même sur l'intégralité du run après l'apparition du 12e numéro et la sortie en VF sur un podcast dédié quand même pour l'occasion, quitte à carrément disséquer le machin en entier d'ici la fin de l'année. Moi j'aimerais revenir là-dessus. Autant les autres l'absolute podcast, c'est chaque mois tu fais la revue de presse de tout ce qui sort. Il y a un concept de fou. Justement, je me dis que pour l'instant, il y en a certaines sur lesquelles je veux vraiment voir où ça va. Enfin, je sais pas toi, mais perso, Absolute Green Lantern et Absolute Flash, j'ai un peu plus de mal. J'aimerais. Green Lantern je commence à apprécier Green Lantern. J'ai eu du mal au début. Au niveau du dessin, au niveau du scénario, je dis putain, ça va nulle part, c'est pas super bien écrit, c'est pas super bien dessiné. La série met du temps à trouver ses marques, et là on commence vraiment à avoir une vraie amélioration globale, et je trouve que c'est une série qui se lit mieux en binge reading, je sais pas comment dire, tu lis plein de numéros et ça passe mieux comme ça que mensuellement. Mensuellement, je me faisais chier. Moi qui lis en digital, en mensuel, je m'ennuie, et je dois avoir au moins 3 ou 4 numéros. C'est la seule sur laquelle je suis en retard, je dois avoir au moins 3 ou 4 numéros de retard. Je lâche pas l'affaire, mais je la relirai plutôt en termes d'arc, ou quitte à les acheter en VF peut-être, mais ouais, visuellement c'est celle qui est vraiment la plus classique. Et puis il y a Absolute Flash, et bon bah là c'est juste nul quoi. Ça pour le coup c'est juste nul. alors que visuellement c'est pas dégueu hein. Mais visuellement, quand c'est l'artiste principal, dont j'ai plus le nom, je suis désolé, c'est top. Mais c'est une des séries qui change le plus d'artistes et qui, du coup, change d'ambiance radicalement. Là où, par exemple, Absolute Batman, pour revenir à ce qui nous intéresse, change d'artiste à droite à gauche, ça s'emboîte super bien dans l'histoire, c'est super cohérent, et c'est que des artistes qui tuent, vraiment. Et t'es jamais choqué du changement, un petit peu. Là, juste le tome 1, t'as 3 ou 4 artistes différents, t'as pas l'impression d'une histoire cohérente et globale, quoi. C'est ça qui m'a choqué. En fait, tu changes de mood totalement, et ça m'a perdu. Puis en fait, là aussi, pour Flash, au final, ça va pas super vite aussi. Je me dis, waouh, où on va. Donc j'attends d'en lire plus. Ouais. Pour le coup, c'est pas un avis définitif, on sait pas, ça peut se rattraper et tout. Il y a un potentiel dans ce qu'ils font. Mais c'est vraiment celle qui m'intéresse le moins.
Parce que je pense qu'on est à peu près d'accord tous les deux pour dire que c'est un univers qui globalement est fait pour rester, je pense. Hein. C'est que les débuts, on a une Absolute Catwoman qui est annoncée, et on a d'autres numéros Absolute qui arrivent, de mini-séries même qui arrivent prochainement. Ouais. Donc je pense que c'est que les débuts de l'univers. Je serais pas surpris que Absolute Batman de toute façon soit là pour rester jusqu'au moins, je crois que 35-50 numéros. Enfin, je pense Alors, qu'on est là pour. ouais, la cinquantaine, easy. Le film d'animation, les spin-offs, tu vois, enfin, ils ont une avenue là devant eux qui est gigantesque et je pense qu'ils vont en profiter, enfin, vu le succès que c'est. Encore, ça aurait Ouais. floppé. Ils auraient fait comme d'habitude, si tu veux, DC Comics, parce qu'ils aiment bien lancer des univers ou des grosses légenditos puis les oublier en un an, comme d'habitude. Je pense que ils sont pas bêtes. Absolute, ça marche super bien. C'est quand même 8 millions de ventes en 2025. En général, hein, pas que Batman évidemment. Ça réimprime sans arrêt. Il y a de l'intérêt qui continue à grandir. En plus, chaque tome. Attends, enfin, les comic shops américains galèrent à avoir du stock de paperback. Les traits de paperback, c'est des machins qui ne se sold out jamais. Tu vois, Ouais, ouais. c'est dire ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'on n'est pas encore en plus à au maximum de la hype. Oui. Et moi, je vois pas ça partir aussi vite. En tout cas, Batman, c'est là pour quelques années, je pense. Facile. À moins Ouais. d'un foirage. Parce que prenons la concurrence. Prenons Marvel et Ultimate, qui sont relancés un peu au même moment. Oui. Ultimate Spider-Man s'est lancé aussi dans le plus grand des succès et ça critiquait, ça critiquait rien. C'était vraiment parfait, tu vois, pour beaucoup de gens. Super reboot, hyper Ouais. content. Et au final, au bout d'un an, ça a commencé à pêcher un peu, quoi. Et maintenant, plus personne n'en parle. Ouais. Et Carrément. je pense que voilà, ils vont faire un reboot bientôt. Enfin, il y a un event, etc. Mais ça a quand même foiré le processus de hype, on va dire, quoi. Le momentum un peu, ouais. Momentum, Et, merci, voilà, et, tu et, vois. et j'ai d'autant plus l'impression que si on compare par rapport à ça, je l'avais précisé plus loin, mais qu'en plus, à partir du moment, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai eu, à partir du moment où Ultimate ont annoncé que ça allait s'arrêter, et ben la hype s'est Mais stoppée oui, direct. parce que Très surprenant. ils arrêtent la fête alors qu'il est même pas 21h. Tu vois, Ouais, bon, on dirait. on est vraiment au début Ultimate, pardon, Spider-Man, tu vois, il posait encore les bases au moment où on apprend que ça va finir. Et là, du coup, les derniers Ouais. numéros, ils sont ultra rushés, il y a plus aucun plaisir. C'est trop dommage. Ouais. Et encore une fois, là, on en est à peu près, à peu près à 15 numéros pour les 3 premières séries absolutes, et les personnages commencent seulement à se rencontrer. Donc je pense qu'on est là pour Oui, encore un petit moment, hein, de toute oui, façon. non, clairement. Puisque connaissant papa Scott Snyder, il y a quand même des grands plans, je pense. Même si ça, pour l'instant, c'est piano, mais à mon avis, il y a quand même des idées derrière la tête. Ça pose des bases dans des one-shots d'une Justice League maléfique, tu vois, Absolute Evil. On a à Ouais, peine rencontré Lex Luthor dans Absolute Batman, Absolute Superman, je vais y arriver, je suis désolé. C'est le Joker aussi, on l'a à peine vu, tu vois, on découvre un pour petit peu, on l'instant, ouais. commence à voir les contours de ce qui se passe. C'est ça, Vraiment au loin. exactement. Pour ça que ça me semblait peut-être être aussi un peu le moment opportun pour revenir sur globalement l'ensemble de l'univers, parce que oui, tu l'as précisé, l'univers s'était lancé avec un petit numéro spécial DC All In Absolute Universe, Ouais. dans lequel on nous expliquait globalement, alors de façon pas très claire je trouve, mais globalement un peu de où, voilà, comment justifier un peu la naissance de cet univers par Darkseid. Alors je sais pas si tu l'as mieux compris que moi, mais Si, j'ai pas mieux compris. On sait que c'est un univers qui est créé par Darkseid, quoi, qui est corrompu à fond par lui. ouais, Et qui devait pas aimer Batman parce qu'il a une vie de merde, Batman, dans son univers, vraiment. Mais voilà, moi je me suis arrêté là. Je me suis dit, ça c'est juste ouais, la voilà, les raison prémices, officielle de lancer un nouvel univers derrière et de s'éclater un peu, et voilà. c'est ça. Et on a eu aussi donc un one-shot Absolute Evil dont tu parlais à l'instant, donc basé vraiment sur les vilains de l'univers, ou certains vilains pour l'instant de l'univers, qui se réunissent pour former une Justice League, et donc par Al Ewing à l'écriture, il me semble, Ouais. et comment il s'appelle déjà, Kamon Collie, je crois, Oui. il me semble, au dessin de mémoire, et qui sort, je crois, en avril en France, sur le numéro spécial, là, c'est ça, Oui, Absolute Collector. du Comic Shop Assemble. Ils le Ouais, sortent avec les deux crossovers Absolute Batman Wonder Woman. c'est ça, Ouais. effectivement. Alors, je Ouais, sais ouais. pas s'il sera aussi. On pourra aussi le retrouver autre part quand même ou pas, j'espère, en VF. Oh, Mais... je pense qu'ils sont dans les tomes, dans les gros tomes ensuite quelque part. Hein. Tu vois, Ouais,
Absolute Batman Annual, qui est incroyable au passage. Lui, il mérite un podcast entier, celui-là, il est fabuleux. Et dans le deuxième volume d'Absolute Batman qui sort chez Urban, je pense qu'ils vont le placer quelque part. Ah bah tu vois, justement, j'allais poser la question parce que je l'ai pas vu au sommaire l'annual du tome 2, j'étais surpris. C'est la Ok, surprise. C'est la surprise, cool. il est dedans. Il est bien dedans, à la Ah, fin. mortel. C'est pour ça que le tome, il est giga épais, le tome 2 par rapport au tome 1. Ok, donc bon, à l'heure où vous écouterez ce podcast, de toute façon, il sera déjà sorti. Et donc ouais, on a eu un numéro Batman Annual, donc dessiné et scénarisé par l'excellent Daniel Warren Johnson, que j'aime vraiment beaucoup Chef-d'œuvre. personnellement, avec Chef-d'œuvre. un vrai chef-d'œuvre effectivement, avec un petit backup de James Aaron que j'aime vraiment Oui, beaucoup qui aussi, passe quelque chose d'un dire peu bonjour. différent. C'est ça, et j'ai vraiment gros coup de cœur pour ce numéro-là, et je suis très content d'apprendre qu'il est du coup effectivement lui aussi dans le tome 2 en VF, donc encore Tome mieux, ouais, mortel. 2, deuxième réimpression aux USA aussi. Le premier volume avait fait beaucoup de bruit. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu cet annual, tout simplement, très basiquement, Batman rencontre des néo-nazis, ça se passe mal, ça se tabasse, et ça finit au lance-flamme. Tout simplement. C'est une histoire qui est quand même plus nuancée que ça, et qui, en 25 pages, te balance baffe sur baffe à chaque page. Déjà graphiquement, enfin, pour moi, il y a une planche dedans qui est déjà culte, avec un nazi qui fait un salut nazi. Batman arrive et lui casse le bras, et la planche, en fait, c'est une double planche, une splash page. Elle est magnifique. T'en prends plein la gueule. Elle est cathartique, en fait. T'as envie de crier, t'es en mode ah merci. Ah merci. Merci Évidemment, Daniel. ce numéro a fait beaucoup de bruit aux USA ce temps-ci avec ce qui se passe là-bas, pour des raisons évidentes. Ça s'est vendu comme des petits pains, évidemment. Et là, ils l'ont réimprimé avec une magnifique couverture de Batman qui crame tout le monde avec son lance-flamme. Voilà, c'est fabuleux. Je l'ai senti comme... Comment dire, Daniel Warren Johnson fait passer un message un peu subtil, je pense. mais aussi, il se fait plaisir. Et pour un one-shot, souvent les one-shots me laissent sur ma faim, mais là, en fait, il y a tout dedans, quoi. Action, émotion, origin story, parce que du coup tu apprends d'où vient la Batmobile, au passage. Ouais. C'est d'une profondeur assez inattendue pour un sujet aussi compliqué, et une nuance qui est bienvenue, et ça tue visuellement. Enfin voilà, tout simplement, tout ce que je demande en fait. Et c'est là où moi j'ai commencé à comprendre qu'Absolute Batman c'était quelque chose de très spécial, et que ça fait du bien, vraiment, de lire ça. Ouais, parce qu'en plus on peut caser ce numéro-là dans quasiment n'importe où dans notre lecture, c'est assez intéressant de le caser comme ça. Les annuals ont un peu souvent je trouve un format bâtard où souvent ça se casse pas vraiment dans l'arc du moment, enfin j'ai beaucoup d'annuals que j'aime pas par rapport à ça, et là en fait c'est juste très cool. Là tu sais pas quand tu peux les lire en effet, est-ce que c'est utile. Je pense que c'est là pour ramener des nouveaux lecteurs aussi, tu vois, c'est un truc que tu peux lire comme tu le veux, quand tu le sens, c'est l'avantage. Ouais. Et là ils ont tout donné quoi, avec cette magnifique couverture foil que tu peux voir là. Parce que toi tu es privilégié, tu as la caméra. Et Daniel qui arrive qui passe d'une page méga jouissive à une page où t'es limite à pleurer en quelques phrases, et avec l'efficacité qu'il a pour ces choses-là, c'est brillant, vraiment, ouais. Bah après ça reste le boss lui, hein. C'est bien lui qui est sur Transformers, à côté. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors que voilà. Plus à l'écriture, mais oui, c'est ça, qui avait fait les premiers arcs au dessin. C'est excellent Transformers aussi. Ouais, on est d'accord. Pour revenir rapidement avant de se lancer quand même sur vraiment le cœur du sujet, est-ce que tu avais toi suivi, aimé, est-ce que t'étais chaud pour Scott Snyder, t'avais suivi Metal, Death Metal, tout ça, ou pas forcément? J'avais rien suivi du tout. Moi j'étais chaud quand j'ai vu le logo. En fait, d'abord ils ont révélé les logos des séries pour hyper un peu les gens avant les couvertures et le concept. Et le logo d'Absolute Batman, c'est vraiment un gros rectangle hyper fat avec des petites pointes pour faire les oreilles. Et je me suis dit, c'est complètement débile, j'en suis. Alors en plus, on apprend dans le comics que du coup c'est sa hache, le logo, tu vois. Mais je me suis dit, bah, je vois une prise de risque un peu folle là. Et quand j'ai vu la couverture ensuite, j'ai pété mon crâne. C'est-à-dire que t'as ce Batman gigantesque qui est comiquement musclé, tu sais, genre il sort de Quel le survivant en fait, tu vois.
Et ça me parle. Je me suis dit, bah là, c'est bon, ça va être bien bourrin, et voilà. J'avais aucune appréhension, moi j'étais plus hypé par Dragota. Ok. Autant Snyder, j'ai pas tout lu chez lui, donc j'ai pas d'opinion concrètement sur lui, à part les classiques, hein, les cours des hiboux, tout ça. Voilà. Dragota sur East of West, c'est le feu. Et il a une manière de dessiner qui est très cinématographique, quasiment storyboard en fait, ça se voit. Et je me suis dit, putain, sur du Batman, ça va tuer. Et puis bah voilà quoi, ça tue tout simplement. Ouais. Alors c'est là que je t'avoue que je n'ai pas lu East of West. Je sais que c'est très bien et que tout le monde le dit, mais je n'ai pas lu East of West. C'est génial. Ouais. C'est génial. Que moi justement, je faisais partie des gens qui essayaient de défendre Scott Snyder jusqu'à un certain point où du coup franchement j'ai plutôt bien aimé les conneries, les vrais délires. Alors pour le coup j'aurais pu te montrer ma collection de single issues de metal et de death metal, puisque j'ai tout acheté, tous les tie-in, et ça m'avait fait beaucoup rigoler, même si j'adore Watchmen j'ai pas encore lu ça. et que c'était honte. Ouais, bah si tu aimes DCKO, tu vas t'éclater, je pense. Mais parfait, n'en dis pas plus. Mais jusqu'à un certain point où ça devenait quand même un peu too much et que j'arrivais plus trop à le défendre, j'avoue. Et du coup, vraiment, et en plus, il a fait une espèce de petite pause quand même entre le post Death Metal et avant Absolute Batman, chez DC en tout cas. Et du coup, à l'annonce de Absolute, je me suis dit, mec, c'est trop là, arrête. Enfin, vraiment, justement, à l'inverse, les toutes premières infos qu'on a eues, j'étais vraiment hyper froid, quoi. J'avais pas envie du tout de voir ça. Je me suis dit, mais tu forces. En plus, c'est justement là où en plus on était en plein, on peinait vraiment à avancer sur la ligne principale avec tous ces différents scénaristes qui se passaient le flambeau et qui avaient du mal quand même globalement et tout. Je me suis dit, mais où on va encore du Elseworld, vous forcez, c'est nul et tout. Et vraiment, toutes les premières illustrations, les premiers concepts, quand on a compris les premiers trucs et tout, j'y croyais pas du tout. Vraiment, et du coup, j'étais très content de découvrir les 2-3 premiers numéros et de kiffer comme ça. C'est trop bien. Enfin. Alors après, je peux aussi comprendre ce point de vue-là, parce que Absolute Batman, quand tu le regardes de loin, sans trop l'avoir lu, ça peut sentir le comics des années 90. Oui. Dans le mauvais sens du terme. Ouais. Tu sais, tout est un peu extrême. Ouais. Tu vois, il est giga musclé, c'est un Batman qui est bien darkos, il a pas d'argent, il est pas content. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs dans le comics qui font très années 90, tu vois. Ouais. Dans le deuxième arc, l'abomination, le venin qui te rend super fort, c'est en gros, les heures sombres. Et c'est quelqu'un qui tient une page Spawn qui vous dit ça, vraiment. Enfin, moi j'adore ces trucs-là, hein. J'ai pas honte du tout. Mais ouais, je pensais que ce serait le truc de trop, et pas du tout. Et puis même l'idée de base, je m'étais dit, vous voulez en faire vous-même votre Ultimate, vous forcez et tout, j'y croyais pas du tout, mais justement, quelle était ma surprise de découvrir que c'était aussi bien, et quand même aussi vraiment, enfin honnêtement, aussi bien écrit, au-delà justement du côté aussi frontal et aussi débilos, toute cette réinvention, moi j'adore, et je pense qu'on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais j'adore tu vois, ses amis, le fait que quasiment tous les vilains soient ses potes, la réinvention du fait que... ça marche trop bien. Voilà, et du coup on peut commencer à se lancer sur au moins le premier arc, si tu veux. Bien sûr, c'est celui que j'aime le moins. Ok. Et en même temps, c'est normal parce que c'est celui où Scott Snyder se retient le plus. Parce que la mission principale, c'est de poser un univers dans cet arc-là. Pour ça qu'en fait, le méchant, c'est pas le méchant, quoi. Surtout par rapport à ce qu'il réserve après avec Bane, évidemment. Ok. Voilà. Et en fait, moi, j'étais un peu déçu de ce côté-là. Et en fait, surtout que maintenant, j'ai tout relu pour le podcast, je me suis refait l'intégrale. Ce premier arc, comparé au reste, est aussi extrêmement bavard. C'est extrêmement dense, et je dis pas ça en mode c'est un défaut, hein. Tu sens qu'il y a une vraie ambition de poser tout un univers, tu vois. Il y a une nouvelle Gotham, Alfred directement, tu dis wow, c'est pas du tout le même, c'est un tueur à gages, il bosse pour des gens que tu verras pas. Batman a des nouvelles relations, tu dis que du coup ses potes, c'est ses futurs ennemis ou pas, on sait pas, tu vois. Il y a Catwoman aussi, il y a sa relation, sa mère elle est vivante. Ouais. Voilà, c'est un Batman qui est plus jeune et qui est plus bourrin aussi. Tu te demandes si tu pas quelqu'un à chaque case aussi, tu vois. Enfin voilà. Et il jongle avec énormément de thématiques et de choses à placer contractuellement, tu vois. Oui. Il le fait très bien. Mais par contre, du coup, tu perds un des attraits principaux de Batman, c'est le méchant. Tu vois, okay. C'est le méchant. Je suis pas fan justement du zoo, des masqués, etc. Je dirais quand même un truc assez couillu. Ils envoient un beau message dès le premier numéro. Ils butent les deux mafieux
hyper connu de l'univers Batman. Et là, je me suis dit, il y a quand même une énorme prise de risque en mode on prend des ennemis classiques et on les bute dès le premier numéro, et ça, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, c'est vrai. Voilà, après, je chipote en mode c'est un premier arc qui est un peu plus bavard que le reste, et c'est normal. En fait, il faut poser des bases, faut vraiment prendre le temps de poser l'univers. Je peux comprendre que ça rebute un peu parce que ça parle beaucoup, et en plus, Nick Dragotta adore mettre 20 vignettes par planche. Moi j'adore, ouais. Il se fait plaisir. En plus c'est hyper agréable à lire parce qu'ils sont disposés vraiment de manière très fluide. Vraiment, c'est du design très cinématographique, d'où le côté storyboard, on revient à ça. Hein. Ouais. Mais ouais, et après par contre ça se libère dès le numéro 7, et là c'est un pur kiff parce qu'en plus, le premier arc fait très Batman dans l'âme quand même. C'est Batman contre le crime, oui, ouais. Tu vois, classique, voilà. Après, ça part dans des machins de body horror dégueulasses, conspiration et tout, et là, ça devient plus le absolu de Batman qu'on connaît maintenant et qu'on veut, quoi. Ok, voilà. Ouais, je vois. Moi, je trouve quand même... T'en penses quoi, toi? Ouais, je le trouve quand même vraiment efficace. J'aime beaucoup ce Black Mask là, alors qu'il y a un vilain que je n'aime pas particulièrement parce qu'on le voit pas assez, je pense qu'il est pas assez bien exploité, pardon. Mais c'est tout ce délire de crypto, de je vous balance des masques et je mets des primes sur les gens et puis et c'est le bordel. Il y a quand même un truc qui m'a plutôt bien plu là-dedans, qui fonctionne plutôt bien, qui fait un peu film classique ou double épisode de série animée Batman qui marche bien. Ça. Il y a ce truc aussi, forcément, comme tu le précises, c'est vrai que là, quand tu me le dis, je repense, faut placer aussi tout l'aspect mairie, classique, et les flics, et la mairie, bien sûr. Et la ville. Et la ville, ouais. Mais on s'ennuie pas, et c'est très bien rythmé, on comprend tout sans que ce soit trop bien chiant. Sûr. Bien ça sûr. marche très bien. C'est qu'en fait, Absolute Batman, comparé aux autres séries absolutes, prend le temps, en fait, par Batman, enfin t'as Batman au milieu bien sûr, mais pose un univers. Ouais. Et tous les personnages qui vont avec. Ils posent tous les pions sur l'échiquier directement, quasiment. Dans le premier numéro, t'as plein de persos qui sont posés. Là où Absolute Superman, Green Lantern, Flash et Manhunter et Wonder Woman sont beaucoup plus en retenue sur ça. C'est vrai. Ils prennent un peu plus de temps. Oui. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, effectivement. Et du coup, comme on précisait, il est ici. En fait, on découvre qu'il est ami d'enfance avec du coup Selina, avec laquelle il est très proche. Oswald, donc Alors, beaucoup proche quand même. Oui, voilà. Avec le pingouin, avec le Riddler, avec du coup Waylon, donc qui deviendra Killer Croc, et j'en oublie un, non, il y a et Riddler, Dent et Harvey Dent, qui sont déjà potes. Et pour moi, et je vais peut-être prendre un peu d'avance sur l'arc d'après, la vraie bascule où je me suis dit c'est exceptionnel et c'est quand même très bien pensé, c'est quand ils deviennent quasiment tous, en plus au même moment, les vilains qu'on va connaître plus tard, puisqu'ils sont installés dans ce premier arc en tant que potes, et en plus il doit leur révéler, alors c'est pas un spoiler, je pense qu'on peut le dire ici, mais il va leur révéler quand même assez tôt, j'avoue j'ai pas révisé le premier arc, à la toute fin du premier arc, du coup je crois dans le 6e numéro. Oui, il le révèle 5e, 6e numéro que c'est Batman, c'est ça, et qu'il a besoin de leur aide pour aller tabasser Black Mask. C'est ça, et ça c'est quand même vraiment chouette que ça arrive si tôt, et la transformation de tous ces vilains là à un moment bien précis, et pourquoi et comment c'est fait, je trouve ça vraiment cool. Ce Riddler, c'est fou. Ouais, franchement là, c'est le moment, c'est le truc où je me suis dit ah ouais, vous êtes quand même, enfin vraiment Scott, t'es malin là, ouais, c'est très grand là. Ouais, là c'est malin, et en plus ils sont pas totalement méchants. Non, toujours pas. Ça c'est intéressant. Ouais, grave. Ouais, le Riddler prend un malin plaisir à aider Batman dans le combat contre Bane. C'est ça. Comme un gros sadique. Et du coup, que Dent déteste Bruce 50% du temps, bah oui, c'est super malin, tu vois. Voilà. Et le pauvre pingouin, horrible. Pour le coup, c'est horrible. Et puis même leur fonction à chacun dès le départ, Oswald, qui on sait qu'il a quand même un pied dans la mafia, Dent dès le départ qui l'aide et qui se retrouve avocat et qui du coup va lui sortir des infos. Il y a un peu, pas beaucoup, mais un peu ce côté détective quand même qui est là sur les 6 premiers, enfin un peu plus les 8 premiers quand même numéros, parce qu'on le voit un peu sur les 7 et 8, dont on parlera après quand même, le côté détective. Beaucoup moins sur l'arc Abomination, mais c'est normal. Mais vraiment le rôle, j'insiste un peu, mais le rôle de tous ces personnages-là, la façon dont ils s'imbriquent, qui se mélangent, les flashbacks de quand on les voit gamins, l'évolution du personnage de Waylon qui se transformera en Killer Croc. Pour l'instant, la relation avec Selina, je trouve ça vraiment brillant.
brillant, et c'est vraiment pas le genre d'écriture dont nous avait habitué Scott Snyder, même sur ses grands runs. Ce genre d'espèce de camaraderie, de fratrie, d'enfants, en plus c'est des gamins de la rue, on les voit dormir ensemble dans des sacs de couchage, la maman de Bruce qui est aussi proche de eux, parce qu'il y a une espèce de cercle peut-être un peu trop fermé, un peu trop proche, je trouve, familial, où on se rend compte que Gordon est aussi quand même très proche de la mère de Martha, et du coup, elle qui va se retrouver à la mairie après. Ils sont peut-être un peu trop proches, peut-être, limite, hein, mais en tout cas, je trouve que vraiment cette dynamique-là, elle fonctionne hyper bien. Et l'idée de l'IA du Riddler, à voir ce qu'il en fait, mais pour l'instant je trouve que c'est hyper intelligent. La crypto sur là, le vilain sioniste donc de ce premier arc, je trouve ça très très cool aussi. Il reprend des idées de la trilogie de Nolan, surtout visuel, avec les billets qui brûlent, mais ce coup-ci c'est Bruce qui brûle les billets, ce genre de trucs. Bruce qui brûle les billets pour faire le bat signal, ça c'est... c'est mortel. C'est grand. C'est ça. C'est grand. Désolé, c'est un niveau d'analyse qui est très con, hein, mais t'as ce genre de planche devant toi, tu deviens un singe. Franchement, moi j'ai crié, je suis baf. Il a tout compris, mais de toute façon, ça rejoint en fait aussi pourquoi ça marche bien, Absolute Batman, selon moi. Ouais. C'est qu'au fond, Snyder a capté comment faire un Batman pour une audience moderne. Là où beaucoup échouent ces dernières années, c'est que... Bon, prenons les Batman de Miller à l'époque, années 80, etc. C'est la peur du crime dans la rue. Ouais. New York, à l'époque, est une ville remplie de gangsters, d'agressions et tout. C'est pas le New York que tu vois dans les films, hein, c'est vraiment... c'est compliqué, New York, à l'époque. Donc les comics vont forcément se calquer sur ce qui se passe autour d'eux, pour en parler, etc. Ça a toujours été comme ça. Et là, Absolute Batman est super intelligent parce qu'il parle de ce qui fait peur un peu maintenant, et aussi modifie des choses chez Batman qui sont plus aussi cool. C'est-à-dire que c'est plus cool en 2026 d'être un milliardaire. Ouais. En fait. C'est les méchants, en fait, tu vois, enfin, c'est pas fou. Ah ouais. Et du coup, de faire un prolo qui bosse sur les chantiers, qui va tabasser des milliardaires, parce que bon, bah, spoiler alerte, en fait, il se bat contre une sorte de multicorporation capitaliste à balle, avec justement un Joker qui est milliardaire, et qui a une Batcave, et un majordome aussi, enfin, tu vois, ouais. C'est, voilà, désolé pour, voilà. C'est super intelligent. En fait, et ça parle à fond justement de la précarité financière. Quand Wonder Woman dit à Batman, on va aller trouver un talisman pour ton pote qui est transformé en crocodile là pour l'aider, il dit j'ai un boulot, tu vois, j'ai un job. Non mais c'est con, mais il a cerné un peu que ce qui fait peur actuellement déjà c'est les milliardaires et la précarité, ouais. Et qu'en fait tout le comics parle de ça en son cœur quoi, et ça marche super bien, Absolute Superman le fait aussi, d'une manière différente, parce que lui il va littéralement tabasser les milliardaires, bon c'est autre chose, mais c'est super intéressant, et là pour le coup Snyder a été vachement futé d'actualiser Batman sous cet angle-là, sans en plus faire un truc hyper barbant politique comme il pourrait très bien le faire, parce que c'est des sujets qui sont assez lourds quand même. Ouais. Non, lui il fait quand même un manga, oula, Romain, oh là là, fatigué, un comics, un actionneur hyper bourrin qui rend hommage à plein d'autres choses aussi, à des films, à des animés, des mangas, tu vois, pour ça j'y pensais, mais il y a Akira dans le lot qui est quand même qui est évident, enfin c'est super riche, vraiment, il a été super intelligent. Ouais, on est d'accord. Voilà. Est-ce qu'on est... Désolé du tunnel. Non, bah vas-y, t'inquiète, on est là pour ça. Est-ce qu'on est d'accord... Alors c'est une petite question que je pose peut-être pas au bon moment, mais est-ce qu'on est d'accord pour... Est-ce que toi aussi tu vois les voix off comme étant la voix d'Alfred, ou c'est que moi qui rêve ? C'est Alfred. Ok, on est d'accord. Okay, ouais. Okay. Non, l'histoire du point de vue d'Alfred, qui commence avec Alfred, ouais. Et bah voilà, je prends le pari en face de toi, face à ton audience aussi. Moi je pense que ça finira avec Alfred. Ok. Voilà. Okay. Rendez-vous dans 3-4 ans et on verra, mais les petits encarts c'est Alfred. Ouais. Alfred qui est mortel aussi, vraiment. Le loupard. MI6, c'est ça. Ouais. Alors il avait déjà un peu franchement utilisé cette carte-là dans son All-Star Batman, Scott Snyder, il y a quelques années, dans lequel il faisait déjà aussi intervenir Joke sur toute une partie, et il y avait déjà une grosse place pour Alfred, et qui était déjà, alors pas autant, mais bon, quasiment, un tueur pareil, MI6, machin, et qui avait déjà un peu le même style. C'est Scott Snyder All-Star Batman ? Bah Ah non, c'est le deuxième All-Star Batman. C'est ça, ouais, celui d'il y a... C'est pas le terrible All-Star Batman. Pas l'autre. Non, il y avait l'équivalent de 3, il devait y avoir
3 tomes en VF à peu près. Ça commençait avec Romita Junior au dessin. Il y avait un arc avec Joke. C'était globalement moyen, je trouve. Mais il y avait moi, je me souviens du All-Star Batman avec Frank Miller. Non. Qui était compliqué. Ouais, mais donc non, pas celui-là. Il y avait vraiment Alfred qui était très en avant et qui était très musclé déjà, ancien militaire, machin. Il y a aussi, on n'en l'a pas mentionné, mais il y a aussi, moi j'aime beaucoup le délire Red Hood et cette façon de, tu parlais d'un truc moderne, très, tu vois, très contestataire, cette horde comme ça, capuchée. Avec Harley Quinn et tout, je trouve ça hyper intelligent comme réinvention, sans en faire trop, sans être, tu vois, ça pourrait vite déborder, un peu, voilà, ringard et tout, et là c'est mortel, enfin... Oui, on les voit pas beaucoup encore. Non, mais... Ils sont pas encore trop présents. Harley Quinn, on en a pas beaucoup vu aussi. Chouette réinvention quand même physique. Ouais. Gamine aux cheveux rasés, etc. Et du coup, loin du Joker, j'espère. Ouais. Et pour le coup, c'est la partie du comics où j'attends d'en voir plus. Je suis curieux. Il a posé des bases. Il y a un truc. Faut voir où ça va. Joker qu'on voit du coup dans le fond pour l'instant, qu'on voit dès le premier tome de toute façon, que très peu, mais qui tire les ficelles de loin et on va voir où ça nous mène, et qui a un numéro du coup spécial un peu dédié, le numéro 15. 15, ouais. Qui sera du coup le premier chapitre du tome 3 chez Urban. Ouais, c'est ça. Normalement. Oui, ouais, logiquement. Dessiné par Jock, qui est toujours une valeur sûre. Hein. C'est toujours une valeur très très sûre, Jock. Ouais. Moi je trouve... Ouais. Pourquoi Non, je sais pas, je trouve qu'il fait toujours la même chose un peu, mais c'est moi qui... J'aime pas trop. Là ça marche très bien dans cet univers-là, et dans ce... Il y a des fois ça me fatigue un peu, je t'avoue, mais... Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus grand fan de Jock, non. Mais là En tout cas, là ça passait. Là ce numéro-là est très très bien. Franchement c'est solide, ça marche. Et puis globalement avec Scott Snyder ça marche bien. J'ai souvenir d'un truc qu'il avait fait il y a quelques temps avec Jeff Lemire, j'avais pas trop aimé par exemple. Enfin bref. Moi j'avais peur de ce Joker, hein, parce que du coup on te tease depuis un bon moment que ce Joker, spoiler alert toujours, hein, mais c'est à la fois un milliardaire qui contrôle tout, mais c'est aussi une créature antique, immortelle, qui devient un démon de fou. Et je me suis dit, déjà, c'est pas super original. Tu vois, je me suis dit, waouh, c'est pas très recherché. Mais là aussi, on tombe dans le côté années 90, extrême débilité, hardcore, punk, horrifique, voilà. J'ai été content de voir que Scott Snyder assume totalement de rentrer dans le cliché. C'est-à-dire qu'il en fait une créature terrifiante, mais qui tombe dans les conspirations et les complots absolus, quoi. C'est vraiment les reptiliens qui contrôlent le monde. Le gars se transforme littéralement en... Il a des dents, etc. Il bouffe quelqu'un, je fais « Ah oui, d'accord, wow, ok, on part là-dessus, quoi. » Mais le fait qu'en fait, il assume à ce point, et qu'il clôture ce chapitre avec, du coup, le reveal que le mec a une Batcave et un majordome, et que c'est littéralement, en fait, le Bruce Wayne de cet univers, quoi. Ouais. Mais plus, au final, Man-Bat que Batman, on va dire, si on part dans les créatures, sans être Man-Bat, évidemment, parce qu'on le tease à un moment dans un autre truc. Ouais. J'étais en mode « Oh, allez, on verra, mais... je sais pas comment il peut gagner contre ça. » Je sais pas comment il peut lutter contre ce truc. On savait pas comment il pouvait lutter contre Bane, et puis regarde, tu vois. Bien sûr, c'est du shonen. Oui. C'est du shonen de toute façon. Ouais. Ils en parlent eux-mêmes. Enfin, déjà, Dragota est super inspiré par les mangas dans ce qu'il fait, dans ses cadrages, dans ses choix de dessin et tout. Mais même dans la construction du comics, là, c'est hyper shonen, vraiment. C'est le méchant du mois, quoi. Il arrive, il est plus gros, puis il y en a encore qui est plus gros derrière. Batman se mange une branlée, il souffre, il apprend une leçon et il avance. Enfin, c'est... Voilà, ouais. Il y va. Jusque Darkseid, peut-être le boss final, à voir, je sais pas. Jusqu'où l'escalade peut aller comme ça. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Bah, peut-être, je sais pas, ouais. On verra. Il tease Darkseid dans Absolute Martian Manhunter. Je sais pas s'ils oseront aller jusque-là parce que c'est tellement en dehors de cette continuité d'un côté, tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Faut voir. C'est trop tôt. Ouais, bonne question. Ouais. En parlant de vilain, on peut s'orienter doucement vers le mini-arc Absolute Zero, si tu veux, donc les numéros 7 et 8, qui viennent ouvrir donc ce deuxième tome en VF, que j'ai adoré, perso, qui m'ont un peu surpris après la clôture du premier arc, donc avec Marcos Martin au dessin sur ces deux numéros-là, un peu surprenant ce format mini-arc en deux numéros, mais pourquoi pas, donc avec Mr. Freeze,
Reeves, et avec un Batman plus détective. Visuellement, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Il y a des idées pareil dans le découpage, dans la colo et tout que j'ai trouvé vraiment mortel. Et c'est là où on commence à plonger dans le côté horrifique du comics, quoi. C'est ça. Là, c'est vraiment une sorte de zombie de glace à un moment, etc. Et bon, moi, forcément, ça m'a parlé, tu vois. Mais pareil, en termes de réinvention de Mr. Freeze, je m'attendais pas du tout à ça. Et il y a un choix qui est pertinent dans cet arc. Un arc, en plus, comme tu as dit, de 2 numéros, c'est rapide. Tu sens qu'il a pas le temps de le clôturer. Et pour une fois, Batman perd. Ah oui, Perd et se casse. Et on le met pour plus tard. Je trouve ça vachement intelligent. Parce qu'il te tease un super univers aussi avec ce personnage-là, cette boîte, avec la glace, etc. Carrément. Et je me suis dit, 2 numéros, compliqué, j'avais peur que ce soit rushé. Et comme tu dis, c'est magnifique en plus, donc ça aurait été dommage. Mais je trouvais ça pertinent de voir que ce Batman-là peut échouer aussi. Il y a encore beaucoup à apprendre. Ouais, c'est ça. Exactement. Et pareil, beaucoup aimé l'écriture de ce nouveau personnage qui arrive et qui va repartir assez rapidement. J'ai plus son prénom, Matches, là, le petit gars. Matches. Et avec ses symboles, voilà, c'est con, hein, mais vraiment le panel là où tu le vois après dans les flammes avec sa mort où c'est écrit Matches. Enfin, je trouve ça marche, c'est bête, hein, mais ça marche comme avec Absolute Batman, ça marche vraiment très très bien. C'est des petits arcs. Snyder dit qu'il fait ces petits arcs là pour à la fois approfondir les persos mais aussi pour laisser Nick Dragotta se reposer. Oui, bah oui. Parce qu'il s'épuise sur ses arcs et du coup c'est bien, ça permet aussi un peu à la série de respirer parce que les gros arcs sont assez étouffants, ils sont durs, ils sont violents, tu vois. Donc là tu souffles un petit peu. C'est aussi l'intérêt. Ouais, je pense. D'ailleurs, le prochain arc, c'est en 2 numéros aussi, je crois, 17-18 seulement, non ? Poison Ivy, c'est 2 numéros. Il me semble. Ouais, ok, cool. Donc Absolute Zero, qui viendra donc ouvrir ce tome. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui, du coup, s'enchaîne avec donc les numéros de 9 à 14 inclus pour l'arc Abomination donc, de Bane. Le chef-d'œuvre. Il est là. Le gros chef-d'œuvre. On avait déjà compris que Bane se faisait un peu quand même manipulé par le Joker, déjà. Je pense qu'on peut le préciser. Oui. C'est une version de Bane qui est à la fois hyper badass. Parce qu'il déconne pas, pour le coup. Il est super intelligent, il est très musclé. Et super tragique. C'est ça qui est intéressant avec celui-là, c'est que il prend pas forcément du plaisir à faire ce qu'il fait, il veut juste que Batman prenne le relais, quoi. Il le convertisse à son venin, et hop, tu prends le relais et je me casse au soleil, quoi. C'est ça. Sur son île paradisiaque, littéralement, que le Joker a pris, du coup, etc. Par où commencer sur Stark ? Parce qu'il y a beaucoup à dire, en fait. Celui-là aussi, il est dense, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que là, ça y est, tout est posé. Toutes les pions sont sur l'échiquier et on peut enfin s'amuser un peu. Et je venais tous les mois prendre mon numéro pour assister à un match sur le ring, concrètement. Oui, J'ai jamais ressenti une excitation pareille pour un combat final quand le numéro 14 est sorti sur les réseaux, sur Twitter, avec les gens avec qui j'en parlais, avec qui je suis la série, même toi, en fait. Enfin, on s'envoyait des messages en mode c'est demain que ça sort, demain ça se tape, tu vois, voilà. Oui, c'est ça. ça m'a vraiment converti à la série parce que j'étais déjà à fond devant, mais c'est là où j'ai vu que ça pouvait atteindre des hauteurs assez folles. Ça cite Akira en plus, mais genre de manière pas subtile du tout. Moi, ils m'ont acheté totalement. Mais comment Attends. On peut spoiler ou pas ? Peut-être pas jusqu'au bout du bout, mais on va quand même y aller. Ouais. Ou alors on prévient dès maintenant. C'est là où la série devient très sombre. Ouais, voilà, on peut prévenir. C'est là où la série devient aussi très très sombre. Parce qu'il se passe des choses dans cet arc-là où tu te dis, ah ok, maintenant c'est un comics d'horreur. Concrètement, on est dans du body horror. Il y a, je disais, du Akira dans le sens où il y a des corps qui se déforment. Il y a de Substance, littéralement, pour ceux qui ont vu ce film-là. Il y a des protagonistes qui se font démonter la gueule violemment par Bane et tu sens toute sa force. C'est pas Jean-Michel qui va te craquer le dos, non, là, ce qui se passe avec le pingouin qui se fait démembrer, pas démembrer, mais pas désosser, mais casser tous les os du corps pour le rapetissir vivant, tu vois, je suis en mode, ah ouais. Et là, c'est de la bouillie. Dans un comics aussi mainstream, il y a une vraie prise de risque.
Parce qu'on est borderline, là on est vraiment borderline dans du comics indépendant trashouille, tu vois, enfin... On n'est pas au niveau de Crost, loin de là, mais c'est dégueulasse, tout ce qui se passe. La déformation des corps, les crânes qui s'ouvrent, tout ça, je me suis dit waouh. Et du coup il y a un enjeu qui est fou, parce que ce Bane là, c'est la première fois que je vois un Bane où je me suis dit, il est dangereux, faut l'arrêter. Et ce qui me bute, c'est que Bruce, on le rappelle, a toujours une mère qu'il aime à la maison, il est pas obligé de faire ça. Il peut arrêter à tout moment, mais non, il y va, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial. Il y va, et le combat final est juste dantesque. C'est un des combats finaux de comics que j'ai le plus aimé depuis des années. Le chapitre en entier, c'est une folie, vraiment. Mon cœur palpitait. C'est que du ressenti, c'est pas très analytique, mais c'est pour vous dire à quel point moi ça m'a enlevé toute capacité à réfléchir à ce qui s'est passé, si tu veux. Je suis devenu un singe, j'aboyais, j'étais vas-y, tapez-vous, tu vois. C'est le pouvoir de ce comics sur moi, et je vais te laisser continuer, mais c'est fou. Ouais, et puis le final, vraiment, c'est un sommet de trucs, vraiment Killer Croc, Harley Quinn, tu vois, on a bouclé des trucs qui avaient été vraiment ouverts, et c'est hyper intelligent, et j'avais un peu peur, hein, du coup, j'arrive plus trop à resituer, mais au milieu de l'arc, tout le moment où il est où Bruce est emprisonné, il y a toute cette guerre psychologique où il est torturé, ça dure quelques semaines carrément, je sais plus combien de jours, mais... ça fait plus d'un mois ou deux, je crois. Ouais, il disparaît un mois ou deux. Une quarantaine de jours, je crois, quand il retrouve sa mère, je sais plus exactement, mais un truc comme ça. Et ça, c'est super intéressant aussi au passage, tu me fais rebondir. J'ai encore des capacités d'analyse, c'est bon, je reviens, j'arrête. C'est un arc qui montre aussi que ce Bruce Wayne-là n'a pas besoin de gadgets vraiment, ou d'aide extérieure ou de son armure pour s'en sortir, puisque du coup, il est à poil pendant un numéro entier. Et il arrive à s'échapper à plusieurs reprises, en fait, à l'infini. C'est là où tu vois, en fait, à quel point le Batman, c'est lui, c'est pas son costume. Et ça le fait vraiment... ça le caractérise beaucoup mieux, comme quand il sort, du coup. Enfin, il a une sorte de... je crois qu'il sort de l'acide gastrique de son estomac pour faire fondre un mec à un moment. Enfin, c'est aussi un Batman qui se mutile pour tuer les gens, tu vois. Il sort une épingle de ses dents, enfin, c'est dégueulasse. Et c'est génial, c'est génial. Ouais. J'avais un peu peur de où ça, jusqu'où on allait aller, comment ça allait tourner. Je trouve que la façon dont il s'échappe, c'est un peu facile, mais en même temps, il y avait besoin de ce passage. Pareil, c'est du classique, on l'a déjà vu chez Nolan, classique, la torture du Batman, il faut passer par là. Je vous renvoie d'ailleurs, j'en profite, encore une fois, je force jusqu'au bout sur Tom King. Il avait un arc qui s'appelait Nightmares, qui était un enchaînement de one-shot avec que des superbes artistes, qui était un enchaînement de cauchemars dans la tête de Batman, aussi con que ça puisse paraître, et qui était mortel, si jamais vous avez l'occasion, qui peut se lire complètement indépendamment du reste du run de Tom King. Mais propagande qu'il fait. Ouais, je jusqu'au bout, hein, je suis désolé, mais il y a un numéro d'ailleurs qui est complètement fou, avec dessiné par Mitch Gerads, tu vas kiffer, c'est de l'horreur, avec comment il s'appelle, on dit pas plus. le vilain avec le masque de cochon là. Merde, tu sais, Dr. Pig, Mr. Pig, putain, je sais plus. Bonne question. Un vilain un peu, parce que Tom King utilise que les vilains les moins connus de Batman, et il y a un numéro horrifique en 20 pages qui est mortel avec Damian, et c'est trop bien. Bon, bref. J'en suis. Voilà, à l'occasion. Mais en tout cas, il fallait passer par la torture psychologique et physique et machin, mais trop bien. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, vraiment le passage où il s'attaque à tous ses amis auxquels tu commences toi à t'attacher après une bonne dizaine de numéros, et qui se transforment les uns après les autres, et enfin c'est vraiment stupide, mais c'est tellement efficace, vraiment. Enfin, Dance qui, voilà, je te déteste qu'à moitié et tout, mais c'est trop bien, vraiment. Désolé, je me répète un peu, mais... Bah non, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là, c'est plus un arc... Là où on parlait du premier arc qui est vachement bavard et qui te permet du coup d'analyser tout ce qu'il fait, que ce soit parler de Gotham, Alfred, le renouvellement, recréer Batman, tu vois. Celui-là, moi, j'ai beaucoup plus ressenti, vraiment, qu'analysé, parce que techniquement, à part poser des bases pour quelques autres nouveaux méchants et torturer Batman de manière très classique et se taper ensuite dans un stade tel un Colisée, tu vois, c'est ça, c'est le gladiateur, oui, c'est ça. Vois, finalement. C'est juste un combat de gladiateur dans une cage, dans un Colisée, mais c'est tellement bien fait, et du coup Nick Dragotta, faut revenir sur lui parce que c'est quand même 50% de la série, on parle beaucoup de Snyder, et au sommet de son art, en fait. Et du coup tu comprends pourquoi le mec se repose entre tous les arcs, c'est juste que le dernier numéro de ce tome, c'est sans doute comment dire,
d'un point de vue dessin, son meilleur numéro, au final. Ah oui, je pense. C'est un film. Ouais. La première planche où tu as 25 ou 30 vignettes qui repassent que des flashbacks des anciens numéros qu'il a redessinés, du coup, pour montrer à quel point l'esprit de Bruce est en train de rusher, tu vois, tout ce qui s'est passé jusque-là. Ouais. Tu ressens, t'as le cœur qui bat aussi, tu vois. C'est génial. Très très manga du coup dans l'idée. Je fais que dire c'est génial, je suis désolé. Mais on le répète depuis le début, mais de toute façon c'est une série qui est très shonen dans l'âme. Ouais. Si vous avez lu Okuto no Ken, Ken le survivant, vous n'êtes pas dépaysé dans tout ça. Hein. C'est voilà. Prochaine étape, Bruce tape les points vitaux d'un mec et le mec explose. Peut-être, tu vois. Ouais. En criant couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Scott Snyder parle souvent de sa relation avec ses enfants parce qu'il a trois enfants et je le vois, c'est quand même un mec assez bavard sur les réseaux sociaux et il parle souvent de ce que eux découvrent et j'avoue que là je sais pas exactement mais je serais pas surpris d'apprendre qu'en fait il mate aussi des animés avec ses enfants. Tu vois, qui découvre du manga un peu plus adulte avec ses gamins depuis ces dernières années et que ça l'a inspiré, j'en suis presque sûr, ouais. Ça semble assez évident. C'est sûr. Déjà, bon, Nick Dragotta, lui, a déjà assumé totalement en interview qu'il s'inspirait de la BD franco-belge et du manga, à fond. Ça se ressent. Il a un style super cinématique, hyper fluide, et il fait ça parce qu'il le dit lui-même, en fait, en interview, les mangas montrent au lieu de dire. Ouais. Tout passe par les mouvements, les regards, les visuels, les traits, etc. Et ça se sent, en fait. C'est super fluide, Absolute Batman à lire. Ouais. Même quand c'est bavard. Oui. Puis c'est pas si bavard même que ça. Parfois. Non, mais voilà, même quand ça parle beaucoup, tu vois. Non, vraiment, je dis pas que c'est bavard, mais voilà. Et même quand c'est un peu brouillon, des fois visuellement, tu repères toujours tout ce qui se passe. Ouais. Carrément. En fait, il n'y a pas besoin de faire du dessin hyper détaillé. Ouais. Il fait pas ça. En fait, c'est juste dans la composition qui s'éclate. Ouais. Et puis bah les mecs, là pour l'instant ils ont l'air de s'éclater jusqu'au bout, tu vois. Il y a pareil, au bout d'un moment c'est con, mais factuellement tu te dis, après 10-15 numéros qui marchent aussi bien, voilà la hype, la folie, les ventes et tout, tu vois, peut-être que DC aurait pu leur dire calmez-vous un peu, peut-être moins violent, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou même eux, tu vois, avoir peur de se dire mais on déconne peut-être un peu trop, on va peut-être un peu trop loin, ou quoi, ok, mais ça a pas l'air d'être du tout l'idée, hein. Je pense qu'au contraire même, c'est trop bien. Parce que dès qu'il de toute façon il passe un cap, il freine un peu, je sais pas si t'as remarqué ça. Un gros arc, ouais, un peu, ouais. Un petit arc, et là on a eu quand même un arc assez consistant avec Bane, justement, un arc qui était dur. Ouais. On a le Joker qui a un peu un one-shot dans la continuité, parce que c'est un flashback. Et là on a l'arc d'un numéro, un one-shot, avec Wonder Woman. Ouais, c'est vrai. Qui fait du bien, tu vois, parce que c'est plus calme. Ouais. Plus posé, tu respires un peu, vraiment, merci, parce que c'est dur, quoi. Et qui vient se placer à un moment intéressant aussi, en plus du tout ce qu'on vient de vivre aussi, enfin, je pense que c'était pas mal de l'avoir mis là et pas avant, ça aurait été trop tôt. On avait eu aussi, parce que du coup on en a pas parlé, mais bon, je sais pas du tout quand ils vont le placer, le numéro Arc M, du coup. Puisque moi je l'aurais plus. Je sais pas si tu l'as lu, je suppose. Oui, je l'ai lu. Qui est excellent au passage. Ouais, parce que moi je l'aurais du coup plutôt placé peut-être dans la logique quasiment au milieu de l'arc de Bane, dans le sens, même si ça peut casser la dynamique, j'entends, mais dans le sens où c'est un peu à ce moment-là où on comprend vraiment tout ce truc-là, je trouve, avec donc l'arc M, c'est un centre d'expérimentation, c'est là où on va d'ailleurs croiser, tout à l'heure tu parlais de Body Horror et d'autres personnages, on va y croiser très rapidement, mais bon, Man-Bat, Clayface et Poison Ivy, qu'on reverra bientôt, mais tu vois, je suis très curieux de savoir, en tout cas en VF ou même sur le TPB-VO, où est-ce qu'ils vont placer ce numéro-là, du coup, tu vois. Mais déjà, le tome 3 du TPB-VO sera bizarre, parce que ils auront, du coup, le numéro 15, qui est le one-shot sur le Joker. Ouais. Le 16, qui est le one-shot crossover avec Wonder Woman. Donc, qui est qu'une moitié d'arc, du coup. C'est ça, en plus, même si tu peux le dire sans avoir lu la version Wonder Woman. Ouais, mais ouais. Après, c'est deux numéros, un mini-arc avec Poison Ivy. Ouais, c'est ça. Les Américains, ils ont pas l'annual, donc il y aura l'annual. Ok. Sans doute. Ça fait 5 numéros qui sont quasiment tous indépendants, tu vois. Et si tu rajoutes Arkham, ça fait 6 numéros très indépendants. C'est un tome qui fait pas trop avancer l'histoire. Ouais, surprenant. Mais en même temps, les Ricains font souvent ça. Hein.
Enfin, moi, j'ai plein Ah, bien sûr. de TPB où c'est un peu ça, tu sais, c'est le TPB où on te met Footrack, où on te met justement et l'annual, et le crossover, et ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'un côté, bah voilà, on est passé par cette phase-là, et tant qu'elle est dans l'ordre, ça dérange pas. Je pense qu'en France, du coup, on aura pareil, on a déjà l'annual dans le tome 2, donc on l'aura pas. Mais du coup, on aura 15, 16, 17 à la suite. Et ensuite, ce sera le Arkham. Et peut-être pour remplir le Absolute Evil. Ok, d'accord. Ok, je serais très curieux de l'annonce de... Ouais, ok. Je ne suis pas Urban Comics. Ouais, moi non plus, mais je pense que... Voilà. François Hercouet fera sûrement un point d'étape à mi-parcours de l'année avec Arnaud pour faire Sprint, et je pense qu'il l'annoncera à ce moment-là pour fin d'année 2026, un peu avant Noël, j'imagine, entre la rentrée et Noël. Oui. Ça me semblerait assez logique. Mais je suis très curieux, ouais. D'ailleurs, pareil, question très con, mais où est-ce que tu places dans ton sommaire du tome 2 qui t'a poussé un peu le questionnement et vous aurez, auditeurs, auditrices, déjà la réponse, mais où est-ce que tu places l'annual en VF? Parce que franchement, ça m'embêterait dans l'idée de se dire que les gens vont peut-être le découvrir en VF après le dernier numéro d'Abomination, où tu auras l'explosion, le truc. Il est à la fin, je crois. Ah merde, ok. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il est à la fin. Ok. J'ai pas le tome devant moi, je ne sais pas. Ok. Mais à mon avis, c'est le dessert. Ok. Ouais, bon, ok. Bon. C'est vrai que la fin du numéro 14, elle est parfaite. Ah ouais. Pour une fin de tome. Ouais. Mais d'un côté, bon, bah. Il y a des nazis à tuer, quoi. Ouais, oui, de toute façon. Voilà. Peu importe l'heure de la journée. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Faut vraiment que j'aimerais me procurer le petit numéro spécial sympa là au mois d'avril aussi. Ça a l'air cool sur ce format-là. Et du coup, on peut embrouiller. Bon, on a déjà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le numéro Joker Special, donc le numéro 15 sur le Joker, donc dessiné par Jock. Le crossover donc dont on parlait tout à l'heure, donc qui est donc le numéro 16 pour Batman, et numéro 15, sauf erreur de ma part, pour Wonder Woman, je crois, c'est ça, hein? Il est là, c'est le 15 pour Wonder Woman. Voilà. Et que moi j'ai vraiment kiffé, puisqu'il y a une vraie cohérence. Alors déjà, c'est trop cool de voir les différents dessinateurs qui dessinent l'autre perso. C'est très con, mais voilà, hein, déjà. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais du coup ça fonctionne. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'était pas gagné, parce que le style de... chez Wonder Woman, c'est Sherman. Aiden Sherman, ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Aiden Sherman, merci beaucoup. Ouais. Qui a un style très doux. Ouais. Très doux, très rond, très... Voilà, propre. Pour Absolute Batman, tu te dis oula. Ouais. Et ça marche. Mais ça marche super bien. Et retrouver notre Bruce Wayne qui se balade dans une espèce de monde comme ça, complètement fantasy, ça marche très bien. Les dialogues, franchement, entre les deux persos, c'est mortel. J'ai adoré ce mini crossover et cette espèce de format, de formule comme ça, tu viens chez moi, je viens chez toi. Comme tu le précisais, tu pourrais limite lire que le numéro de l'un ou de l'autre. Ça fonctionne aussi. Franchement, très très bonne surprise, hein, pareil. Mais... c'est normal que ça fonctionne, puisque les deux, Wonder Woman et Batman, dans ce univers-là, sont écrits comme le yin et le yang. Lui, c'est vraiment l'obscurité, la souffrance et tout ça. Et elle, par contre, elle est chaleureuse, c'est la lumière, vraiment. Ouais. En fait, c'est con, mais j'ai un peu l'impression que Wonder Woman, là, a je vais peut-être dire une énormité. Peut-être que je vais me faire cancel après. C'est un peu le Clark Kent de Batman dans la continuité, si tu veux. Où ils sont très complémentaires, tu vois. Ok. Je sais pas si tu vois ce que... Attention, je vais me faire insulter. Ouais. Mais ils se complètent sur bien des aspects, tu vois, Batman et Superman. Et d'ailleurs, il y a un super comics, je crois que c'est Double Date, où ils partent en rencard, les deux, avec Lois Lane et Selina. Je sais pas si tu te souviens de ce comics. De Tom King. Ah bah voilà. Qui est excellent, et qui montre du coup à quel point en fait c'est à la fois les mêmes, à la fois ils se complètent, ils ont besoin l'un de l'autre. Ouais. Et j'ai l'impression en fait que c'est un peu ce qu'essaie de faire actuellement Absolute, c'est de montrer à quel point Diana, c'est la grande sœur dont il a besoin aussi. Clark. Bruce. C'est compliqué ce soir. Ouais. Tu vois, il y a ce rôle de grande sœur qui se met en place, si tu veux. Et elle lui fait du bien, parce que Pepper, il a besoin d'aide. Ouais. Et c'est un peu ça que
que moi je l'interprète. Ouais, c'est vrai. Souvent c'est Superman qui vient aider Batman. Ouais. C'est vrai, non, il y a cette dynamique, t'as raison. Et grande sœur, littéralement, puisqu'elle a une tête de plus que lui, et c'est trop cool aussi, ça. Ah, c'est con, mais... Oui, et sachant que dans cet univers-là, Superman n'est pas très grand aussi, ça va être magnifique. Parce qu'il fait 1m80, je crois, à peine, Superman dans cet univers-là, alors que Diana et Bruce, ils sont déjà à 2m12. Bref. Ouais, pareil, du coup, très curieux de voir un peu la dynamique qui peut se développer avec ce Absolute Superman, qui est quand même lui aussi très différent, qui me paraît même encore plus jeune qu'eux, et justement, comment on va, cette trinité, comment elle va se dévoiler, ouais, carrément. J'ai hâte. Ouais, pareil. De toute façon, le premier gros crossover, ça va être n'importe quoi, ça va être le feu. Ouais, je pense. Je ressors le singe. Maintenant, je suis confiant. Là qu'on a passé ce cap-là, je suis vraiment très confiant, ouais. Oui, puis ils le teasent dedans, enfin. Ouais. Ils le disent à la fin du numéro de Roman qu'ils vont aller vers Superman. Faudra le contacter. Ouais. Et en même temps, ils prennent leur temps, c'est cool, parce que, encore une fois, vu les chiffres de vente, ils pourraient s'emballer et direct annoncer des trucs. Enfin, quoique, on va en parler dans 2 secondes avec DCKO, mais ils pourraient s'emballer et faire n'importe quoi très vite aussi, tu vois, annoncer direct là, Noël 26, premier méga event absolute, machin, et enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Ça reste DC Comics. Oui, voilà, oui. Ça reste DC Comics. C'est ça. Tout peut arriver. Ouais. Ça peut vite dérailler, ouais. Et faut profiter de chaque numéro. C'est ça. Vraiment. Et surtout Scott Snyder, il peut aussi, encore une fois, il peut quand même vite dérailler aussi le mec. Hein. Vraiment, il peut aller très loin très vite. Ouais, en effet. C'est ça. En effet. Pour l'instant, on en profite. Exactement. Ça peut être un peu la conclusion d'Absolute Batman avant qu'on parte sur une toute petite parenthèse DCKO, si tu veux. Avec plaisir. Parce que c'est vrai que c'est le premier crossover entre les originaux et les absolutes finalement. C'est ça. Donc alors surtout fuyez encore une fois si vous êtes lecteur ou lectrice VF parce qu'on va bourriner. Et toi tu vas peut-être pouvoir me raconter si tu veux le numéro 4 sur 5 puisqu'à l'heure d'enregistrement on a eu 4 sur 5 numéros donc de l'event DCKO donc également écrit par Scott Snyder qui est à la base un event dans l'univers des héros principal mais qui on s'en rend très vite compte va intégrer et pareil est-ce que c'était prévu à la base ou pas vu les chiffres de vente je sais pas mais qui va vite je suis pas sûr mais bon qui va très très vite intégrer les héros absolutes dès le numéro 3 du coup et qui sont très à la fin du 3, ouais, ils ont teasé dès le numéro 1 ils avaient teasé le truc tu vois, il y a une page tu les vois dans apparaître l'ombre c'est ça. Ils apparaissent à la fin du 3 puis le numéro 4 c'est leur numéro en effet. Okay. Bon DCKO c'est le jumeau maléfique de Scott Snyder qui joue avec ses jouets et qui s'éclate dans son coin. Là tu vois on a parlé de politique tout à l'heure dans le premier Batman. Oubliez tout ça. Oubliez tout ça. C'est littéralement les jouets d'ailleurs. C'est littéralement les pions voilà. Ah oui, non mais là c'est assumé, c'est un event débile assumé, vraiment, qui est là pour nourrir nos fantasmes de nerds les plus primaires, vraiment en mode Effie, Lex Luthor il se battait contre Fula en fait, il se pas fait quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Et ils s'échangent les artefacts et les armes et les objets et les tenues. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que Superman il peut battre Homelander? Parce que du coup il n'y a pas que les absolutes, il y a aussi des crossovers avec d'autres franchises et il y a donc un numéro dédié à des crossovers avec donc il y a Homelander de The Boys, Annabelle qui se bat contre Superman, il y a Annabelle qui se bat pas mais qui rencontre le Joker, il y a Red Sonja contre Wonder Woman, etc. Bon, ce numéro est une catastrophe malheureusement, il y a même pas de gagnant dans les combats parce que du coup tout l'intérêt de DCKO c'est les bastons et voir qui gagne, etc. Et là ils ont pas assumé malheureusement, alors que c'était enfin l'occasion d'avoir la correction d'Homelander par Superman, parce qu'évidemment tout le monde sait que Superman démonte Homelander, mais bon, c'est un autre débat. Et donc là, oui, en effet, on a enfin la première interaction officielle entre les héros absolus et les héros principaux. Alors, sans trop te spoiler, tu verras que c'est pas très long. Il trouve un moyen voilà, il se passe quelque chose qui permet de vite rétro-pédaler, si tu veux. Bon. Voilà, c'est vite expédié. Cependant, là aussi, toujours pour répondre à mes instincts les plus primaires, j'ai quand même vu Absolute Batman enlever ses oreilles de chauve-souris et les remplacer par de la kryptonite pour mettre un coup de boule dans le dos de Superman pour l'abattre. Et je me suis dit, on y va, allez, pourquoi pas. Cool. Mais c'est tellement rapide et succinct, si tu veux, qu'ils ont à peine le temps d'interagir. Ah mince,
il n'y a pas vraiment de finalité à tout ça, parce qu'ils se retrouvent vite tous dans la merde par un autre plus gros, une autre grosse menace. Mais il y a quand même une interaction cool entre les deux Batman. Ouais, bah c'est ce qu'il a double page que j'ai vu ce midi, ouais. Et c'est elle où... Et avec où Snyder se troll. Ok, cool. Avec une idée de mise en scène intéressante où du coup tu ne te... Enfin en tout cas j'ai l'impression que tu ne te rends pas vraiment compte de la taille justement du Batman de Absolute. T'as l'impression qu'il est à la fois gigantesque, en même temps tu sais que... Il est gigantesque, il est super gros. Et t'as Batman qui lui dit ton logo Batman il est dégueulasse. Et ça je trouvais ça marrant parce que pour le coup c'est méta, tu vois, je suis allez vas-y pourquoi pas. Ouais. Mais il y a quand même une sorte de compassion des anciens héros, des nouveaux, enfin des originaux, envers les plus jeunes. Cool. Tu vois, il y a un côté en mode eux ils ont pas la chance qu'ils auraient dû avoir quoi. Ah, cool. Okay. Le peu de temps que c'est là, c'est super agréable. Ouais. Mais c'est vraiment, on n'est pas loin du gimmick promo. Hein. Faut pas espérer plus. Voilà, okay. C'est voilà, ça reste un event très très condensé. Tu vois, faut aller vite. Oui, c'est le. C'est ça. Donc qui arrive en VF, enfin pour sa première partie en VF chez Urban au mois d'avril, avec les 2 premiers numéros qui seront sur le premier tome, puisque ce premier tome viendra intégrer, bon comme d'habitude avec ce genre d'événement, beaucoup de tie-in, pas tous, mais beaucoup de tie-in, avec des choix pour l'instant sur du sommaire qui me plaisent pas. Enfin, de toute façon on peut jamais être content avec ces trucs-là, mais j'ai vu qu'ils avaient intégré les 2 numéros de Superman que je trouve vraiment dispensables. À voir un peu. Est-ce qu'il y a certains tie-ins comme d'hab avec Scott Snyder, il y a certains tie-ins que je trouve très très cool, étrangement sur DC-KO pour l'instant, mais et qui sortira, du coup j'ai l'impression en 3 tomes en VF, je pense sur le courant de l'année, assez rapidement finalement quand même, je pense. Ouais. Mais alors moi par contre j'avais vraiment beaucoup aimé franchement le premier numéro, je le trouve très cool. Ça part très vite dans du gadget, artefact classique, écriture Scott Snyder, événement. Ah oui, c'est pampant à la bagarre. Hein, c'est ça. Mais le premier numéro, j'avais vraiment bien aimé quand même, j'avoue. J'avais beaucoup. Après, ça reste très cool. Mais... En fait, c'est du blockbusters fun. Ouais, c'est ça. Oui, il faut le prendre comme ça. Faut le prendre comme ça. Et de toute façon, ça reboot à moitié l'univers derrière. En fait, il y a plein de nouvelles séries qui vont arriver parce qu'ils vont lancer DC Next Level. Ouais. Donc, c'est fait pour ça. C'est une sorte de catharsis générale. Tout le monde se tape et on repart. Bah, comme Metal l'était déjà, comme Death Metal. Oui, voilà. Plus ou moins, enfin oui, je pense que Scott Snyder est appelé aussi pour ça. J'ai bien aimé, moi j'aime beaucoup j'adore Booster Gold, et là le rôle qu'il a là-dedans, ça m'intéresse beaucoup. Visuellement, visuellement comme d'hab, le premier numéro est beaucoup plus beau que les autres, mais ça reste quand même très joli. Ça reste cohérent sur la longueur. Ouais, ça reste beau, franchement. Ouais. Et il y a quelques tie-ins, il faut aller gratter un peu, mais il y a quelques tie-ins que j'ai trouvé vraiment très sympas, dont je suppose que tu vas être d'accord avec moi, dont les tie-ins de Batman Night Bidule là. Nightfall, merci. J'allais dire Night Fight, non ? Non, Nightfall. Nightfall. Ah mince, je sais plus. Nightfight. Ouais. Non, t'as raison. Qui ont pas grand chose à voir au final, parce que je pense que ça pourra aussi être vendu en TPB tout seul et un peu déconnecté de l'event au final, vu ce qu'il est en train de vivre là-dedans, mais qui vient remettre en perspective. Ah bah, qui est-ce que c'est au dessin ? C'est une rosta en plus. C'est un gros dessinateur du moment là, et c'est mortel. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est très très Bat Family coded comme d'habitude, mais ça prend du recul sur le mythe de Batman d'une autre façon. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pas encore conclu là où j'en suis, mais pour l'instant, j'ai beaucoup aimé Night Fight. C'est Dan Mora. Ah bah oui, c'est Mora, oui, c'est effectivement, tout simplement. Parce que voilà, c'est lui qui fait tout chez DC actuellement. C'est ça. Et oui, alors d'ailleurs, j'avais lu, à vérifier si c'est vrai ou non, puisque c'était qu'un commentaire, mais ça se pourrait carrément que ce soit vrai. J'avais même lu qu'à la base, ce truc, c'était une espèce de one-shot de Dan Mora qu'ils ont inclus dans l'event, mais qu'à la base, c'était pas pensé comme ça. C'est pour ça que le truc est aussi beau et déjà terminé et autant à part. C'est parce qu'en fait, à la base, ça faisait pas partie de DC-KO. C'est juste que ça se casait bien, voilà, bon, c'est ça, c'est l'occasion qui fait mais c'est ça. À la base, il me semble que c'était, je veux bien le croire, ça devait pas être pensé comme ça. Bon, bref. Dan Mora fait vendre aussi, c'est le bon plan. Ça tombait bien, voilà, je pense, tout simplement. Ouais. Et du coup, la suite avec, donc dans les mois à venir, avec donc un mini arc Absolute Batman 17-18 avec Poison Ivy qui a l'air mortel, puisqu'il arrive, Scott Snyder arrive à teaser et à faire un marketing de malade, je trouve, autour de... J'aime beaucoup ce
ces couvertures magnifiques avec une grosse bombasse rousse alors qu'on sait tous que ça va être un truc C'est dégueulasse. un monstre horrifique, voilà, c'est ça. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font des belles couvertures de Gunner à fond, tu vois. Là aussi, hein, pour attirer le mal, le primate, vraiment, en nous. Alors qu'on sait que ça va être une créature démoniaque, je pense. C'est ça. Donc à suivre de très près de toute façon, et puis on refera le même podcast dans un an du coup. Ouais, franchement, pourquoi pas, ouais, à voir comment. Au tome 3. Ouais, peut-être, avec plaisir. Merci beaucoup. On va se laisser là-dessus de toute façon. Est-ce qu'avant de clôturer, t'as une petite... Alors je ne t'ai pas prévenu, est-ce que tu as juste une petite reco, au cas où, pour nos auditeurs, ou pas, hein, auditeurs, auditrices, si jamais. Un truc comme ça qui te vient d'un coup. Je te prends un cours. Il me prend un revers. Non, sinon c'est rien. Il me prend par surprise. Non, mais j'ai plein de trucs à recommander. Bien sûr que oui, j'en ai. Oui. Je suis à fond dans une série qui sort chez Vega Delcourt actuellement. C'est un manga légendaire qui s'appelle Gundam The Origins de Yasuhiko Yoshikazu. Yas pour les intimes. Bon, s'il y a une série Gundam à lire, c'est celle-là. C'est la classique. Les éditions sont magnifiques, un peu chères, mais magnifiques. Un peu cher, ouais. Ouais. Mais vous aimez les gros robots, vous aimez la science-fiction, vous aimez les mangas, vous aimez la science-fiction japonaise aussi parce qu'ils ont aussi leur code. C'est là qu'il faut se jeter, sans trop en dire. Voilà, c'est sur un gamin dans une station spatiale qui tombe dans un gros conflit parce qu'il y a des guerres de factions, etc. dans le futur. Évidemment, la station spatiale se fait attaquer. Il tombe sur un robot géant, hein, le fameux Gundam, et ça va se taper. Comme ça, on a une thématique pour la soirée, c'est parfait. Non, mais on vit une ère fabuleuse parce que l'auteur, Yas, a longtemps été très dur à trouver en France, alors que c'est une légende absolue du manga et aussi de l'animation. Et maintenant, ça ressort à la fois chez Delcourt, mais aussi chez Naban, parce qu'ils ont sorti Venus Wars, Arion, Jésus, tout ça. Le gars, alors, il est très vieux, mais il est encore en activité, c'est une légende absolue. Il a un trait... Lui aussi, en fait, il fait de l'animation avant de faire du manga, et ça se sent, c'est hyper fluide à lire, c'est magnifique, vraiment. Donc voilà, ce sera ma reco du jour. Et en plus, du coup, ça permet de relancer plein de séries Gundam en VF, en manga, avec les différents... Mais oui. Parce qu'il y a aussi d'autres trucs très cool dans l'univers. Hein. C'est vaste, Gundam. Ouais. Mais ça, c'est un autre... Oui, bien sûr. Mais au moins, ça a permis... ça a permis de relancer au moins 3 autres séries, sauf erreur de ma part, au moins 3 autres séries de manga. Et d'autres de prévus, je crois. D'autres de prévus qui vont sortir. Ok, cool, merci beaucoup. Et moi j'en profite en plus, vu que tu es là, ça me semble assez cohérent pour une reco très rapide sur un tout petit film, tout petit film qui aurait apparemment coûté que $3 500, fin des années 70, début des années 80, je ne saurais plus trop où le situer, de Don Dollar, j'imagine que tu dois connaître, The Alien Factor. Un petit peu. The Alien Factor que j'ai découvert il y a quelques jours et qui m'a vraiment beaucoup surpris, j'ai adoré, avec toute une galerie de monstres, donc d'extraterrestres costumés. C'est un film fauché comme tout, hein, vraiment. Les acteurs actrices savent pas jouer, mais c'est tellement généreux, franchement j'ai adoré. Jusqu'au bout en plus tu te dis que, sans rien révéler, même si voilà, c'est à fond du The Thing, c'est à fond du Alien, mais c'est dans une toute petite ville enneigée, quasiment tout se passe de jour déjà, c'est assez audacieux. On cache rien, il n'y a pas de faux semblants. Et non, tu vois tout. Tu vois tout. Alors peut-être trop même, mais c'est une générosité qu'on voit peut-être très peu. C'est généreux. C'est ça, et en fait, c'est un enchaînement un peu de monstres et de créatures, et jusqu'au bout, tu te dis, bon, c'était un peu facile, ils ont sorti tous leurs plus beaux costumes, tous leurs plus beaux artifices, et puis c'est tout. Mais en fait, pas du tout, puisque ça vient se clôturer avec une scène où on t'explique qu'il y a tout un lore, un bestiaire, ça vient clôturer le film de façon assez brillante dans l'écriture. Oui. Ça dure 1h20, c'est dispo littéralement sur YouTube, et The Alien Factor, c'est ma reco un peu horrifique, même si ça reste que tout public, parce que... C'est dans le thème, hein. Oui, aussi, puis ça reste dans la DA, je pense, du podcast, mais c'est quasiment familial en plus, parce que il y a un peu de sang, il y a un peu de vola, mais ça fait jamais peur, et puis c'est un peu goofy aussi dans l'idée, mais c'est d'une générosité qui m'a vraiment beaucoup surpris. Alors, est-ce que c'est vraiment $3 500 ou pas, je sais pas, dans tous les cas, c'est fauché, mais ça sent l'amour de ce genre de cinéma, vraiment de... C'est ça qu'on aime, c'est ça, on est là pour exactement. Moi, j'ai adoré The Alien Factor, si vous avez l'occasion, voilà. Bonne reco. Voilà. Et ben, merci beaucoup Romain. Merci beaucoup à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast, pour une autre thématique un peu du genre, je pense. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Des bisous. Salut.